Bonjour, je suis Nathalie. Je suis la créatrice du blog nataliefossa.com et de l'accompagnement parental en ligne Bien Grandir 0-3 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Laurie qui travaille en accueil pour les jeunes enfants de 0 à 3 ans en crèche. Et donc, je vais te poser des petites questions pour savoir un petit peu, connaître un peu mieux ton parcours, comment ça se passe en crèche et puis pour aider les jeunes parents à choisir au mieux leur mode de garde et leur crèche aussi, pourquoi pas. Je vais résumer un peu ton parcours, en tout cas comme moi je l'ai compris, et puis tu pourras apporter quelques précisions pour nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est que tu travailles donc en crèche, plus particulièrement en micro-crèche actuellement, que tu es aussi sur... que tu participes aussi à l'ouverture d'une nouvelle micro-crèche aussi, et donc que tu as ton CAP petite enfance, et donc que tu as un métier ou ta fonction. Alors j'ai compris que c'était un petit peu obscur, des fois c'est auxiliaire ou assistante. Oui. Alors est-ce que tu peux m'expliquer? Il y a beaucoup de noms différents en ce moment parce qu'il y a eu la réforme du CAP petite enfance. D'accord. Et du coup des fois c'est agent de crèche, assistant d'éducateur, enfin vraiment on a plusieurs noms. Mais ce qui correspond aussi à la polyvalence de notre rôle en fait, auprès des enfants. Ah, du coup, qu'est-ce que tu es amené à faire justement dans la journée? Nous, on est auprès des enfants, aussi auprès des parents. On fait l'accueil des familles. On fait aussi les soins d'hygiène, l'accompagnement dans la vie quotidienne, les ateliers. D'accord. On participe aux réunions pour les projets, etc. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Plein de choses. Les stocks par exemple, l'entretien, le linge, on participe aussi aux fournitures, par exemple les jeux, etc. Donc, oui, vous êtes associé dans le choix, l'acquisition de nouveaux matériels par exemple, etc. Pour savoir un petit peu les besoins par rapport aux enfants et ce qu'il y a déjà dans la structure. Oui, voilà. D'accord, très bien. Aussi ce qu'on a envie de mettre en place. Des fois, les éducateurs nous demandent qu'est-ce que tu aimerais bien faire, quel thème tu aimerais aborder. Et du coup, nous, on regarde dans les catalogues et on dit ah bah ça c'est pas mal, peut-être qu'on peut acheter. Et du coup, après, en fonction du budget, ils valident ou pas, du coup, parce que c'est pas illimité. Mais du coup, on a quand même un certain choix. Très bien. Voilà. Donc du coup, au sein de la crèche, donc il y a les personnes comme toi qui ont leur diplôme de CAP petite enfance, et donc ensuite il y a aussi des éducateurs de jeunes enfants, si je comprends bien, qui sont là pour chapeauter un peu le projet pédagogique. Oui, voilà. Enfin, je dis le projet pédagogique, mais c'est le projet d'accueil, je crois. Oui. Bah après, il y a aussi des auxiliaires. D'accord. Et surtout en micro-crèche, des fois on n'en a pas forcément. D'accord. Au niveau du budget, des fois ça passe pas forcément d'avoir autant de diplômés. D'accord. Mais par contre, c'est vrai que nous les CAP, on représente à peu près 60% du taux d'encadrement. D'accord. Et après, c'est les éducateurs. D'accord. Qui eux gèrent l'équipe. Et les auxiliaires, elles sont plus côté soins. D'accord. Voilà. Très bien. Je te remercie pour toutes ces précisions. Alors, je reprends mes petites notes pour ne pas oublier des questions que j'avais préparées. Alors, justement, donc toi qui travailles en accueil collectif, quelle est la différence entre un accueil chez une assistante maternelle et en crèche? Alors, pour moi, l'accueil en assistante maternelle, déjà, c'est un accueil un peu plus familial, plus individualisé. D'accord. Ça permet peut-être aussi d'avoir un peu plus de souplesse au niveau des horaires des parents ou des maladies. Je sais qu'il y a certaines assistantes maternelles qui n'ont pas la même réglementation qu'en micro-crèche, pour les évictions, par exemple. Après, c'est peut-être un peu plus souple. C'est sûrement un peu plus souple, suivant les assistantes maternelles. Ils ont aussi un agrément que pour 4 enfants. Donc c'est quand même assez individualisé. Donc il faut vérifier qu'il y a bien que 4 enfants qui sont accueillis aussi également. C'est ça, c'est la PMI qui délivre l'agrément. Donc après, il n'y a pas les mêmes règles, on va dire, de normes de sécurité, par exemple, parce que c'est une maison et nous, on est vraiment dans un accueil collectif. Donc les locaux, ils sont vraiment dédiés pour l'accueil du jeune enfant. D'accord. Mais il ne faut pas oublier que c'est collectif. Donc forcément, il y aura plus d'enfants. Mais du coup, il y a plusieurs professionnels, donc ça permet à l'enfant de rencontrer plusieurs personnes et de s'adapter aussi à la collectivité. Alors que chez une assistante maternelle, en tout cas, il n'y a qu'une seule professionnelle. D'accord. Mais donc peut-être parfois, si on a besoin un petit peu de se décharger, vous en crèche, vous pouvez vous répartir un peu les rôles. S'il y a quelque chose où c'est un peu plus difficile, vous pouvez aller sur autre chose, ou avec un enfant, si c'est plus compliqué, une autre personne peut aller s'en occuper et un peu faire le relais, quoi. C'est ça. Ça, pour moi, c'est ultra important dans une crèche parce que on sait que la relation d'équipe, pouvoir compter sur ses collègues, c'est très important. Après, je dis pas qu'en assistante maternelle, il y en a pas.
bah justement dans les rames, ça permet aussi de rencontrer Alors, qu'est-ce que c'est justement un RAM? Parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Un RAM, c'est un relais assistante maternelle et du coup, ça permet aux assistantes maternelles de se regrouper sur des temps donnés et de se retrouver. Donc, elles peuvent échanger entre elles et aussi, ça permet aux parents de venir se faire conseiller par des professionnels de la petite enfance. Donc, c'est un lieu vraiment d'accueil qui est dédié au conseil, à l'information et plein de petites choses comme ça. Donc c'est bien elles aussi se retrouvent pas isolées, voilà, elles peuvent échanger, les enfants se rencontrer, elles aussi. C'est ça. Même les enfants, du coup, ils peuvent faire d'ateliers avec d'autres enfants. D'accord. Dans cet espace-là, ça permet aussi d'avoir ce côté socialisation qui en crèche est présent. Voilà. D'accord. Alors, on a parlé de crèche de manière globale, mais aussi on entend parler de micro-crèche. Alors, c'est quoi la différence entre une crèche et une micro-crèche? Différence entre crèche et micro-crèche, pour moi, c'est l'effectif. C'est vraiment le mot qui me vient tout de suite à l'idée parce que micro-crèche, c'est seulement 10 enfants. D'accord. Et après, ça peut aller en petite structure de 10 à 20 enfants. Moyenne structure, après, on passe jusqu'à 40. Et en jardin d'enfants, jusqu'à 60. Ah oui, je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant d'enfants en fait. Oui, et ben moi aussi. Déjà 10, je me dis pour avoir un accueil, voilà, moi je sais que je préfère personnalisé, on va dire. Je préfère travailler en micro-crèche pour cet accueil-là. D'accord. Mais du coup, la différence entre crèche et micro-crèche, pour moi, c'est surtout que les enfants sont souvent séparés par section. D'accord. Du coup, quand il y a 40 enfants, forcément, on peut pas les avoir tous dans la même pièce. Donc là, ils sont séparés par section, par âge. Donc il y a des groupes en fait. Donc il y a des groupes. Ah, donc du coup, il y a des groupes d'âge. Donc il y a moins ce mélange des âges. C'est ça. Comme on peut retrouver un peu dans le principe de la pédagogie Montessori. Voilà. Où il y a des enfants un peu plus grands qui peuvent être avec des enfants plus jeunes. Oui, c'est ça. Dans les micro-crèches, on est tous ensemble dans une pièce de vie. D'accord. Alors que dans les grandes structures, c'est vraiment divisé le groupe des bébés, le groupe des moyens, le groupe des grands. D'accord. Et du coup, des fois, il y a des crèches où il y a 10 bébés. Section de 10 bébés. Alors qu'en micro-crèche, 2 ou 3 bébés maximum. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Oui, pour pouvoir répondre aux besoins du bébé qui sont forcément plus importants et auxquels il peut pas répondre tout seul puisqu'il peut déjà pas se déplacer tout seul. C'est ça. Donc après, forcément, plus il y a d'enfants, plus il y a de professionnels. D'accord. Mais du coup, en micro-crèche, souvent, on est 4 à peu près pour 10 enfants. Après, avec le roulement de la journée, mais c'est vrai. Il y a peut-être plus de repères un peu fixes pour l'enfant aussi. Ça, c'est quelque chose qui me paraît aussi essentiel par rapport au lien d'attachement et la personne de référence de l'enfant. Oui, mais du coup, nous, on connaît à peu près, enfin, dans 10 enfants, on les connaît tous. On connaît à peu près tous leurs habitudes, qu'ils soient petits, moyens, grands. On sait à peu près à quelle heure il mange, ce qu'il aime faire. Voilà, on vit toute la journée avec lui. Donc forcément, même si il y a 10 enfants, nous, c'est comme... On finit par les connaître. C'est ça, on finit vraiment par les connaître. Et donc du coup, pour nous, ça n'a pas vraiment de secret. Et c'est vrai qu'on est vraiment référente au niveau de la journée parce que on est souvent présent avec eux. D'accord. Alors que dans les grandes structures, c'est souvent une référente par groupe. D'accord. Une référente pour les bébés, une référente pour les grands. Et du coup, ces professionnelles-là, elles ne connaissent pas du tout le groupe des bébés et des moyens. Elles n'y va pas du tout. D'accord. Donc du coup, ça pose un peu problème quand il y a des arrêts maladie ou des absences ou même une notion de référence qui passe pas forcément. Le lien avec l'enfant ne peut aussi ne pas se faire. D'accord. Et du coup, là, il faut faire appel à des relais. Donc du coup, c'est souvent... Ils connaîtront forcément un peu moins l'enfant voilà, parce qu'ils vont pas être amenés à les côtoyer de manière quotidienne. Pour moi, c'est surtout ça la différence. Du coup, séparés par section et tous ensemble. Il y a les micro-crèches aussi, ce sont des structures qui sont privées et les grosses structures sont forcément des structures publiques ou ça n'a rien à voir? Pas forcément, il y a des structures avec 20 enfants qui sont privées aussi, mais du coup, après, ça dépend surtout du financement. D'accord. Elles ont par exemple une délégation de service public en fait, avec une commune, une collectivité territoriale, communauté de communes par exemple. C'est ça. Et après, du coup, il y a des crèches qui veulent qui se font racheter par des gros groupes. D'accord. Donc, du coup, ces crèches-là qui étaient de base privées finissent par, qui étaient publiques finissent de base par être privées ou inversement. D'accord. Voilà, parce qu'il y a un peu des groupes qui souhaitent s'implanter partout. D'accord. Et du coup, eux, ils vont démarcher ces crèches-là. D'accord. Et ils les rachètent. D'accord. À leur nom. Et du coup, ça me fait penser à une question que je n'avais pas prévue.
Du coup, par rapport à la tarification pour les parents, qu'est-ce que ça change? Les crèches privées sont souvent beaucoup plus onéreuses que les crèches publiques, évidemment, parce que du coup, elles sont pas subventionnées par les collectivités. Mais après, il y a beaucoup d'aides aussi, comme les aides de la CAF pour le CMG, complément mode de garde. Et puis après, il y a certaines crèches aussi qui reçoivent directement l'aide. Et ensuite, c'est déduit de la facture des parents et les parents ont juste à compléter. D'accord. Et parfois aussi les crèches facturent en fonction des revenus des parents, mais ça c'est peut-être qu'en mode public. Oui, ça pour nous c'est en mode public. En tout cas, moi dans les crèches où j'ai été, on n'avait pas ça, c'était un tarif au mois. Voilà, on payait à la journée en fait. À la journée, oui, mais c'était plutôt lissé sur le mois. Après les moments à la journée, c'était pour les accueils ponctuels. D'accord. Mais en tout cas, c'est pas à l'heure. En tout cas, non, c'est pas à l'heure. En tout cas, dans les crèches privées ou les micro-crèches qui sont généralement privées. Oui, nous c'était au mois et après c'était lissé du coup sur toute l'année. D'accord. Et après, dans les crèches publiques, je sais que par exemple, le moins possible qu'on pouvait payer, c'était 15 centimes de l'heure. D'accord. Oui, mais là, c'est vraiment avec des revenus, j'imagine, en conséquence. En revenus plutôt bas. Et du coup, le maximum, c'était 1,50. D'accord. Ok. Mais il y avait tout de fourni. Il y avait les couches, la nourriture. D'accord. Donc voilà. Et toutes les couches fournissent justement la nourriture, les couches, etc. ou pas ? Ça dépend vraiment des crèches et des projets pédagogiques qui sont mis en place par la structure. J'ai connu un peu tous les types. Crèche publique qui fournit absolument tout parce que la collectivité, elle avait les moyens de le faire, elle avait envie de le faire et elle dit pour moi, les parents payent ce service-là, donc nous on fournit. D'accord. Et j'ai connu aussi le système micro-crèche privée où les parents, eux, préféraient ramener à manger à leurs enfants parce que c'était dans leur conviction personnelle, prendre du temps avec eux pour le faire, etc. Et qu'ils aient aussi chacun un plat différent, donc du coup ça a amené aussi une approche différente au repas. On pouvait discuter sur ce qu'ils avaient envie de manger. Ah bah tiens, regarde le copain, il a ça. Donc voilà. D'accord. Mais ça dépend vraiment. On va dire que si c'est prévu, forcément l'accueil il va être plus entre guillemets standardisé, alors que si c'est chacun, bon c'est un petit peu plus adapté peut-être à chaque enfant en fonction de ce qu'il aime. Les parents, j'imagine qu'ils ont aussi prévu en conséquence. C'est ça. Si c'est public, oui, ça sera pareil pour tout le monde. Voilà. D'accord. En général, c'est souvent ça. D'accord. Voilà. Alors moi personnellement, juste pour parler un peu de mon expérience, ma fille a été en crèche à partir de ses 12 mois et jusqu'à l'entrée à l'école. C'était une crèche qui était avec une délégation de service public, donc la CAF était directement déduite dans le prix. Ouais. Par contre, je payais plus que 1,50 € au niveau du prix par heure. C'est pas étonnant. Mais c'était à l'heure, c'était facturé à l'heure. Ils fournissaient effectivement les couches et les repas. Moi, par préférence, je fournissais le repas pour donner des aliments qui soient bio, dans des récipients en verre. Et puis, j'ai donné aussi mes couches. J'ai pas à l'époque, parce que ça fait 6 ans, donc les mentalités évoluent. À l'époque, j'avais souhaité un accueil avec des couches lavables, mais ça n'avait pas été possible, donc je fournissais mes couches écologiques parce que les couches qu'ils avaient à disposition, ils avaient quand même accepté. Ils avaient accepté mes couches, mes produits de soins. Et le repas, donc ce qui était déjà pas mal. Et c'est ça. Même si j'avais pas pu avoir les couches lavables, bon voilà, on va dire que je m'en sortais bien. Et j'ai aussi eu la chance que dans l'équipe il y ait une éducatrice de jeunes enfants. Et donc ce qui a permis, qui était aussi sensible en fait à toutes ces choses et à la pédagogie Montessori notamment. Donc c'est sûr que quand les personnes sont sensibilisées, c'est beaucoup plus simple après pour ce genre de choses. D'ailleurs, ça me fait rebondir un petit peu à ça par rapport à l'accueil. Qu'est-ce que les parents peuvent, entre guillemets, demander, exiger voilà. Est-ce que c'est vraiment dépendant de l'équipe, des projets d'accueil, de la structure en elle-même ? Ça dépend un peu de tout pour moi. Déjà du projet pédagogique de base, si la démarche d'autonomie, d'écologie est inscrite dans le projet, là je pense que ça sera plus facile aux parents de demander. Donc c'est important de demander le projet d'accueil de la structure. C'est très important de demander, pour moi en tout cas, parce que c'est là qu'on voit les grandes lignes de comment va être accueilli notre enfant. D'accord. Donc
inévitablement, nous, on travaille dessus. Et du coup, on essaie de mettre le maximum d'informations pour que le parent puisse voir si, oui ou non, il se voit dans ce projet-là, dans les valeurs que nous, on prône. D'accord. Donc déjà, ça, c'est un premier pas. Et après, en fonction de l'équipe, de l'organisation qui est faite à la journée, ça, c'est sûr, parce que du coup, des fois, il y a des choses qu'on peut pas mettre en place facilement juste au niveau de l'organisation et de l'espace. C'est pas une question de mauvaise volonté. C'est ça, pas une question de mauvaise volonté, c'est juste que là, forcément, on va expliquer aux parents au niveau espace, on ne peut pas le faire, mais on peut proposer une autre alternative ou essayer d'aménager autre chose pour vraiment que les parents aussi soient acteurs aussi de l'accueil et que ça se passe vraiment dans la coéducation et que nous on soit au plus près de comment ça se passe à la maison pour aussi refaire qu'il y ait une cohérence en fait. C'est ça. D'accord. En fait, ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment que les parents, avant de choisir leur accueil, ils s'appuient déjà sur le projet d'accueil, le projet pédagogique. C'est ça. Et qu'ensuite ils prennent un rendez-vous pour échanger et surtout qu'ils communiquent vraiment sur leurs besoins pour pas qu'il y ait de malentendus. C'est ça. Que bien les gens soient pas déçus. Bien poser des questions et puis aussi par exemple pendant la période d'adaptation, ne pas hésiter à dire comment ça se passe à la maison pour que nous on puisse dire ah oui mais on n'a pas pensé, mais pourquoi on le ferait pas à la crèche? Et du coup des fois ça donne des pistes et nous ça nous fait évoluer aussi dans nos pratiques, donc c'est un échange perpétuel et c'est ça qui est ultra intéressant. Donc oui, je pense qu'il faut vraiment se sentir en collaboration et vraiment dans une relation de partenariat et pas de conflit ou de j'ai gagné, ils ont cédé, qui du coup c'est pas une relation positive quoi. Oui, non. Et après du coup ça engendre des conflits et le but tensions, c'est ça, le but c'est pas que ça se sente au quotidien, que l'enfant il soit à l'aise. Oui, parce que forcément ça va retomber sur lui quelque part. C'est ça. Même inconsciemment. Inconsciemment, des fois, ça peut se passer et du coup, il faut vraiment pas hésiter à dire les choses nous, aux parents et eux, aux professionnels quand il y a quelque chose qui va pas ou qu'ils aimeraient bien mettre en place parce que nous, on est totalement ouverts à la discussion en tout cas. Donc, D'accord. Voilà. Très bien. Donc il n'y a pas de raison de ne pas trouver un endroit en tout cas qui nous corresponde. Non, après c'est vrai que niveau place, il faut s'y prendre à l'avance. Hein. Je sais que nous en micro-crèche, on a à peu près 1 an d'attente pour avoir... Toutes les structures que tu as côtoyées, c'était souvent le cas ? Souvent c'était le cas dans les 2 où j'étais avant, oui. D'accord. Donc après en public je pense que c'est plus facile. D'accord. Ça dépend peut-être des endroits aussi. Et ça dépend des endroits aussi. Et puis il y a des places maintenant qui sont réservées à certaines entreprises. D'accord. Avec certains groupes... je sais pas si j'ai le droit de citer des groupes, mais c'est sur ma chaîne, donc voilà. Mais si tu en as besoin ou pas. En gros, c'est des entreprises qui proposent ce service aux entreprises pour leurs salariés en fait. C'est ça, voilà. Du coup, elles ont des places qui leur sont réservées. Au moins, elles sont sûres d'avoir un accueil. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais elles seraient obligées de passer par cet accueil ? Non, c'est au cas où, voilà, s'ils n'ont pas trouvé de crèche autre qui leur convienne, voilà. Donc il y a une crèche qui réserve des places. D'accord. Par contre, il y a des parents aussi, on va dire, qui ne sont pas dans cette entreprise-là, qui peuvent aller à cette crèche. D'accord. Mais si un jour un employé décide de mettre son enfant à la crèche, les parents ont 2 semaines pour quitter la crèche. Ah oui, donc il faut faire attention si on va dans ce type de structure. Elles ont un nom particulier ou c'est c'est des crèches entreprises. D'accord. Mais je sais pas si ça a d'autres noms particuliers. Il faut bien faire attention. Faut poser la question en fait quand au terme du contrat. Quand vous signez, il faut voir si c'est pas lié avec une entreprise parce que si les places sont réservées à des berceaux, du coup c'est. Oui, on pourrait se retrouver du coup un petit peu sans rien si on l'a pas prévu. Enfin, en tout cas, si on l'avait pas intégré au départ. Quoi. C'est ça. D'accord, très bien. Du coup, alors ok. Du coup, une autre question complémentaire sur l'accueil de l'enfant. Est-ce que la crèche peut nous imposer des conditions particulières ? Est-ce qu'elles peuvent maintenant refuser qu'on apporte son repas ou par exemple les couches lavables ? Parce que moi j'ai cru comprendre que normalement maintenant c'était quand même plutôt admis, surtout dans les démarches écologiques actuelles, et qu'il y a des solutions en fait de les gérer très simplement. On ne demande pas forcément à la crèche de laver les couches lavables, on les récupère juste le soir en fait. Oui, maintenant ça c'est sûr que c'est de plus en plus accepté. Dû au fait de l'écologie, etc. Mais
d'un côté, je dirais oui et non à la question. D'accord. Parce qu'il y a quand même le projet pédagogique qui est mis en place. D'accord. Et du coup, le règlement intérieur, etc. Tout ce qui en découle, l'organisation. Donc, il y a des points sur lesquels on pourra sûrement pas déroger. D'accord. Parce que ça a été prévenu dès l'arrivée, enfin, dès le départ. D'accord. Donc, on ne pourrait pas changer ça. Que ça se passe, etc. D'accord. Donc, si les parents signent ça, c'est qu'ils sont d'accord. C'est qu'ils sont d'accord. D'accord. Après, évidemment, tout est modulable. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on est ouvert à la discussion, donc il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut quand même un certain cadre pour qu'on puisse avoir une cohérence dans notre accompagnement. Et c'est un contrat dans tous les cas. Donc, si les parents sont plus satisfaits de l'accueil ou qu'ils ont trouvé un accueil qui leur correspond mieux ailleurs, c'est un contrat. Donc, comme tout contrat, ça se rompt. D'accord. Donc, si vraiment ça convient pas, cette finalité-là reste. D'accord. Même si c'est pas le but du tout, mais. Et d'ailleurs, dans les crèches, il y a un engagement au niveau contractuel. Ça se passe comment si on veut partir? Est-ce qu'il y a des délais? Il y a des préavis, mais ça change en fonction des crèches. En tout cas, je sais que là où j'étais, c'était un préavis de 2 ou 3 mois. D'accord. Et puis après, du coup, on dit juste qu'on veut partir et pour que l'enfant puisse être remplacé, on va dire. Oui, pour trouver un nouvel enfant qui va prendre sa place ensuite dans la structure. En grande structure, c'est un peu moins compliqué, je pense, mais en micro-crèche, du coup, c'est vrai que ce délai, il est important. Un gros impact, parce que c'est un coût. Et du coup, quand cette place n'est pas prise, nous, ça nous coûte aussi forcément de l'argent parce que on accueille, que 10 enfants, une place vide. Un enfant en moins, c'est beaucoup par rapport au nombre d'enfants global. Par rapport aux grandes structures. Oui. Ouais. Une dernière petite question justement par rapport au projet pédagogique et tout ce qui est un peu vision de l'accueil du jeune enfant. Je voulais savoir où on en était un petit peu par rapport à tout ce qui est pédagogie Montessori, Picler. Est-ce que maintenant c'est totalement intégré et admis ou est-ce que ça reste quand même marginal ou est-ce qu'il y a une évolution en tout cas positive? Enfin voilà, qu'est-ce que tu peux en dire? Pour moi, il y a une évolution quand même positive parce qu'il y a de plus en plus de structures qui ouvrent dans ces pédagogies-là, en tout cas nouvelles. Donc ça, c'est déjà un bon point. Mais pour moi, on manque vraiment d'informations. De formation tout court. Malheureusement, dans la petite enfance, je trouve que c'est pas du tout assez développé. D'accord. Moi, pendant ma formation, j'en ai entendu parler que très très légèrement. D'accord. Et du coup, après, c'est les rencontres de la vie qui ont fait que je suis tombée sur certaines pédagogies et du coup, j'ai plus accroché. Du coup, en fait, c'était plutôt une démarche personnelle de ta part de te former une partie intégrante de ton cursus. C'est ça. Vraiment, pour moi, en tout cas, en tant que CAP petite enfance, ça a été une démarche personnelle parce que j'avais vraiment toujours ce désir d'apprendre et envie de progresser et de proposer le meilleur aux enfants, de proposer vraiment autre chose, voilà, du contenu, on va dire, quelque chose où ils puissent vraiment s'épanouir et pas juste être là et attendre la fin de la journée. C'est ça, parce que souvent on me dit ton métier, tu t'assois et tu joues avec les enfants, mais vraiment moi c'est pas du tout comme ça que je le vois. En fait, ça fait quelque chose parce que pour moi, sincèrement, tout ce qui est métier de la petite enfance, toutes les personnes qui sont amenées à côtoyer le jeune enfant, pour moi, c'est le plus beau métier du monde et surtout le plus important. C'est ces jeunes enfants qui vont vivre. Voilà, l'adulte qui va pouvoir être ensuite dans sa vie de tous les jours, se sentir bien. Et la période 0-3 ans, elle est cruciale pour la suite de sa vie, du développement de ses compétences, de son psychisme, de la gestion de ses émotions. Et donc c'est vraiment, pour moi c'est vraiment très très important et ça me rend triste de voir que la famille, la petite enfance c'est un peu la 5e roue du carrosse quand même dans notre pays en France, alors que ça devrait être, je trouve, c'est une vision personnelle. Voilà, une des premières choses sur laquelle on s'appuie au contraire pour apporter des conditions vraiment optimales en fait aux jeunes enfants. Mais il reste encore beaucoup on va dire de manque d'informations de nos parents. Enfin, moi, mes parents par exemple, là c'est compliqué de leur amener le fait de nouvelles pédagogies. Mais oui, mais pourquoi tu fais ça? Avant ça marchait très bien. Oui, enfin avant on n'avait pas le recul sur tout ce que ça a amené psychologiquement pour l'enfant, etc. Maintenant il y a plein de même au niveau des neurosciences. Voilà, c'est ça. Catherine Guéguin a fait d'énormes travaux de communication justement là-dessus et la pédagogie de Maria Montessori notamment, pour laquelle j'ai vraiment une passion, ça date déjà d'il y a 100 ans. Donc en fait, c'est pas un truc qui vient de tomber du ciel. C'est pas nouveau, mais ça met longtemps à s'intégrer dans les mœurs, je trouve. Oui, c'est ça. Est-ce qu'au niveau des professionnels de la petite enfance, ça met aussi du temps à s'intégrer? Oui. C'est ça qui est vraiment incroyable. Je trouve que oui, mais parce que du coup, on n'est pas formé pour.
On n'a pas la même vision. On n'a pas la même vision et c'est vrai que moi, là, je suis allée dans une autre crèche qui n'était pas du tout Montessori et quand je suis arrivée, j'ai présenté un peu ma façon de faire et de voir mes valeurs, etc. Et on m'a dit, mais Laurie, en fait, c'est une secte? Et là, j'ai dit, mais non, mais pas du tout. mais pourquoi tu vois ça comme ça? Et du coup, on a essayé de dialoguer et de comprendre. Et là, elles ont dit, ah oui, peut-être que du coup... Elles ont compris, en fait, elles ont compris. D'accord. Petit à petit, mais parce que j'ai pris du temps à leur expliquer. Et c'est vrai qu'au début, quand on connaît pas certaines choses, on comprend pas la finalité. On comprend pas la finalité. Et elles me disent, mais en fait, les enfants Montessori, c'est des enfants rois. Alors que... C'est pas du tout. C'est pas du tout parce qu'il y a quand même un cadre qui est quand même vraiment important dans la pédagogie Montessori. On est vraiment plus dans l'autonomie justement et ce qui leur facilite même après la gestion des enfants au niveau de l'accueil parce que les enfants savent se débrouiller seuls et donc c'est beaucoup plus facile. C'est vrai. Et ils savent aussi communiquer plus facilement et donc exprimer leurs besoins que vous à chaque fois de devoir deviner entre guillemets. Voilà, c'est une satisfaction aussi je pense. Pour toi, de voir les enfants qui arrivent à prendre de l'autonomie. Ah bien sûr, les voir évoluer. Je sais que là, j'ai suivi vraiment 3 enfants sur un cycle complet de crèche, de 6 mois jusqu'à l'école. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai aidé à faire tout ça. Et c'est vraiment une fierté personnelle de les avoir vus évoluer comme ça et d'avoir pu apporter ma petite patte, on va dire, parce que évidemment, en les voyant tous les jours, ils vont se construire en ayant les modèles. Tu as le repère, comme ce qui est décrit d'ailleurs par Pickler, justement sur l'importance du référent et que ça soit toujours la même personne qui s'occupe de l'enfant, etc. Quoi. Mais c'est génial, j'adore. Très bien. Je te remercie beaucoup pour cet échange. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Non, mais enfin si, allez. Que vraiment, quelle que soit la crèche, faites en sorte que vous soyez en confiance avec l'équipe. C'est très important pour que votre enfant il soit en confiance aussi et qu'il puisse vraiment se libérer de cette attache un peu parentale. Et des fois, de loyauté. Peut-être ça se dit comme ça, je ne sais pas, mais en tout cas, qui se sentent libres pour pouvoir explorer vraiment tous les univers de la crèche ou de chez l'assistante maternelle. C'est important d'avoir confiance en l'équipe et c'est vrai que c'est des éponges émotionnelles les enfants. Du coup, si on n'est pas bien avec ça, ils seront pas bien non plus. Voilà, c'est ça. Très bien. Et c'est tout. Merci beaucoup à toi en tout cas pour cette opportunité et je suis vraiment très contente d'avoir fait ça. C'est super. On va essayer d'œuvrer un petit peu dans ce domaine. C'est très important aussi pour moi de partager sur ce sujet. Merci. Pour un monde de demain qui sera plus beau parce que ce sont les enfants qui vont le construire tout simplement. C'est ça. C'était un peu le mot de la fin. Vous pouvez visiter mon blog nathalie-fossa.com, vous inscrire à ma newsletter si vous voulez recevoir les dernières actualités. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.